voudrais commencer par féliciter tous les lauréats de la matinée. Je voudrais dire que vous nous avez fait passer une excellente matinée tous. Vous nous avez donné, y compris Hicham, que je vois, plein d'enthousiasme et plein d'espoir sur le fait que ce capitalisme responsable était en marche et que nos grandes entreprises françaises ne mesuraient plus leur performance à l'aune d'une performance financière de court terme, mais à l'aune d'une performance financière beaucoup plus globale et beaucoup plus tournée vers le long terme. Et cette marche vers le capitalisme responsable, elle n'est pas nouvelle, mais elle s'accélère. Alors, elle n'est pas nouvelle. Moi, j'aime souvent à rappeler que l'entreprise que je représente, Mazars, n'existerait pas si M. Mazars, à la fin des années 80, n'avait pas donné son entreprise et son cabinet à ses collaborateurs, avec la seule mission de le poursuivre et de continuer à travailler autour de l'intérêt public. Voilà un exemple de partage de la valeur entre le capital et le travail tout à fait remarquable il y a plus de 40 ans. Alors ce capitalisme responsable, il s'accélère, il s'est accéléré après la crise de 2008, il s'est beaucoup accéléré lorsque les grands investisseurs institutionnels et les grands asset managers mondiaux ont décidé de se tourner vers le financement responsable il y a 4 ou 5 ans, et il s'accélère aujourd'hui avec le Covid. Parce que pour la première fois, on a la matérialisation d'un grand risque dont on voit l'impact qu'il a sur l'ensemble de la population. Et il serait complètement irresponsable, face à ça, de ne pas considérer les risques environnementaux qui nous entourent, parce qu'on voit bien les conséquences qu'ils peuvent produire. Et dans cette période, moi, il y a deux évolutions que j'ai choisi de retenir et de commenter ce matin. La première, c'est celle de la marche forcée de l'Union européenne vers la construction d'un nouveau cadre de reporting extra-financier. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2023, plus de 50 000 entreprises européennes devront reporter selon un standard complètement normalisé et digitalisé. Et c'est très important, l'ensemble de leurs informations ESG. Alors évidemment, ça paraît un peu technique, un peu rébarbatif, mais c'est très important pour deux raisons. D'abord, ça va permettre de flécher les 250 milliards de fonds de soutien de l'Union européenne en faveur des investissements verts, environnementaux, mais surtout, ça va rapprocher la finance responsable et permettre à la finance responsable de continuer son développement. Puisqu'au fond, ce qui la limite aujourd'hui, c'est le fait que l'information RSE reste encore, on le disait tout à l'heure, très hétérogène, difficilement comparable et très coûteuse à produire pour les entreprises. La deuxième évolution que je ne pouvais pas ne pas mentionner, c'est la loi en France récente visant à accélérer l'égalité professionnelle et économique entre les hommes et les femmes. On le sait, dans le Covid, les femmes ont énormément souffert en termes de perte d'emploi, en termes de perte de revenus, en termes de tâches également qu'elles ont dû assumer pendant cette période, sans parler du sujet absolument insupportable des violences faites aux femmes dont on voit bien que ce sujet malheureusement demeure. Et cette loi, elle s'attaque à l'ensemble de ces sujets, mais à un sujet particulier qui a toujours été très, très débattu, c'est celui de la mixité. Caroline, vous le connaissez bien, on l'a souvent débattu dans l'Observatoire de la mixité, c'est celui de la mixité des femmes dans les instances dirigeantes. Elles sont aujourd'hui très sous-représentées et c'est un véritable sujet, mais c'était également un débat de savoir à quel niveau des instances dirigeantes on devait légiférer et si on devait légiférer sur le modèle de la loi Copé-Zimmermann. Je crois que la loi qu'on appelle aujourd'hui la loi Rixain, d'abord elle fixe un cadre, elle fixe un délai qui est tout à fait raisonnable pour que les entreprises puissent s'adapter, et puis elle définit ce que l'on appelle aujourd'hui le leadership des entreprises, et je crois qu'elle donne plein d'avenir sur la mixité dans les fonctions dirigeantes et dans les COMEX. Et puis mon dernier sujet, si je peux en évoquer un dernier, qui est finalement une aspiration peut-être pour l'année prochaine, c'est celui de traiter le sujet des inégalités sociales. Elles existaient avant le Covid, on se souvient tous des Gilets jaunes,
elles se sont profondément accrues pendant le Covid. Et moi, je reste marqué, je sais que vous l'êtes tous, par le fait que beaucoup d'étudiants aujourd'hui ne peuvent prendre qu'un repas par jour. Beaucoup de jeunes enfants des banlieues défavorisées arrivent le matin à l'école sans avoir pris de petit déjeuner. Et ça, c'est une vraie réalité du quotidien. Et ce qui existe pour les jeunes, Hicham, existe aussi pour beaucoup de personnes retraitées qui sont dans des situations de dépendance et de grandes difficultés. Alors c'est un sujet évidemment de puissance publique, mais la puissance publique, on sait qu'elle a ses limites, elle ne peut pas tout faire. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, je sens un fantastique relais dans le monde associatif qui est en train d'exister. Mais ce monde associatif, il a profondément besoin de nos entreprises. Il a besoin de nos fondations. Je pense qu'il faut que nos fondations soient plus actives que jamais. Et il a besoin de politiques de mécénat. Il a besoin de compétences. Il a besoin que nos entreprises acceptent d'y consacrer du temps. Et donc j'aimais, Caroline, peut-être un vœu, c'est que l'on crée pour l'année prochaine un prix de la fondation et du mécénat d'entreprise, parce que je crois que ça contribuera à la réduction des inégalités sociales. Et ça, c'est très important sur le S de ESG. Voilà, je ne veux pas vous prendre plus de temps. Je voudrais à nouveau vous remercier pour la qualité des débats et des échanges de ce matin. Et puis, je voudrais à nouveau féliciter tous les lauréats de ces grands prix. Merci. Merci, Caroline.